Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai totalement changé de vision sur le militantisme et sur comment est-ce qu'on peut transformer ce pays. Ok, ça commence avec une petite impression, je sais pas, j'ai l'impression que ce qu'on fait en tant que militant, c'est utile, mais allez, des fois on patauge quoi. On fait des tracts, on fait des manifs, et je sais pas vraiment à quoi ça sert. J'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose d'essentiel. C'est un doute qui me restait pas mal en tête, et du coup je me suis dit, il faut trouver une solution, mais je la trouverai pas à Guingamp, il faut que je parte très loin d'ici. Bon Michel, tu peux nous expliquer, on est où là? Parce que moi on m'a vendu Marseille, pour l'instant là il fait pas très chaud. Il y a le blizzard de fou là. Où est-ce qu'on est? On est dans les quartiers nord. On présente-nous un peu ton quartier là. Ça. Ici on est dans le 14e, on est au Merlan, on est à Carrefour le Merlan précisément. Et on va au parc Font-Obscur. Et il fait froid, il fait très très froid. Ok, me voilà à Marseille et comme vous voyez, il fait très froid parce que là on est en novembre 2024 et on est dans un parc sans lumière. D'ailleurs le soleil se couche bientôt, l'image va très vite devenir dégueulasse et je sais pas ce que je fous ici, mais apparemment je suis le seul à douter. Parce qu'en face t'as Sabrine, Younes et Michel qui commencent à s'agiter. Est-ce que ça vous dit d'en tester une, nous à 5 comme ça? T'es une là tout de suite avec quelqu'un? Ouais. On essaye. Allez. Dans un groupe militant classique, on a souvent des tracts qu'on tend aux gens. Des fois, on a un petit slogan, un petit truc, et c'est tout. Voilà. Et entre nous, on discute de la présidentielle, on discute de notre programme, on discute de notre organisation, on essaye de vanner les organisations des autres, voilà. Sauf que Michel, Younes et Sabrine, c'est pas du tout le projet qu'ils ont en tête. Ce qu'ils veulent, eux, c'est juste causer avec les gens. Voilà. Juste leur parler. Pas de tract, pas de programme, pas d'invitation, de la discussion. Voilà, vous travaillez énormément. Hein, voilà, vous le levez à 4h30 au matin, c'est ça, et maintenant vous venez d'arrêter de travailler. Et c'est tous les jours? C'est tous les jours, ouais. Tous les jours, même le samedi et le dimanche? Non, quand même pas. Demain, c'est le jour de repos. Demain, c'est un jour de repos. Je travaille. Vous travaillez le dimanche? Je travaille le dimanche. Moi, je C'est quoi, t'as une phrase d'accroche pour les causer aux gens au début, là? Moi, je vais voir un peu en mode tranquille, un peu... Bah après, je viens d'ici, donc j'ai un peu les codes. Mais j'y vais en mode, bah salut, je suis étudiante et je suis là pour savoir qu'est-ce qui va pas. Donc comment vous allez, vous? Est-ce que vous avez du temps? Un peu 2 minutes rapides. Et ce 2 minutes rapides, déjà, ça les rassure. Et au final, ça dure beaucoup plus longtemps que 2 minutes. Mais je pense qu'il faut y aller avec un... Faut pas se prendre pour quelqu'un, et aller en mode tranquille, sans pression. Comme on irait voir quelqu'un normal. Ouais, c'est ça en fait. Comme si tu allais demander un feu à quelqu'un. Et ça passe généralement très bien. Et attends, ça m'intrigue un petit peu là. Je veux dire, comment est-ce qu'ils arrivent à parler comme ça aux gens? Je veux dire, c'est quoi leur objectif derrière? Est-ce que c'est juste faire de la papote? Qu'est-ce qu'on fait de politique en faisant ça? À la fois, je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant de partir de la base plutôt que d'arriver avec un tract. Et en même temps, je vois les limites de juste discuter avec des gens. Du coup, je fais croire à Michel Philippot là que j'ai besoin de changer d'objectif pour la lumière et compagnie. Et du coup, il faut qu'il m'accompagne à la voiture et j'en profite un peu pour parler avec lui. Histoire qu'il m'explique ce qu'il appelle les auditions citoyennes. Une méthode qu'il a pu élaborer avec Alexandre Duclos il y a quelques années, un anthropologue qu'on aime beaucoup au Canard. Non mais quand tu pars d'eux et que tu leur demandes comment ça va, ouais. Eh ben, ils te racontent leur vie. Et la vie, à un moment, si tu fais des liens et qui eux-mêmes trouvent les liens politiques, c'est ça que je veux dire, c'est par leur vie. Et or, souvent, on pense que la politique, c'est aller dire « Ouais, mais vous savez, il y a ça comme problème. » Et je pense que si ça part d'eux, ils auront envie de changer les choses. Si c'est toi qui leur impose de dire bah ouais, il faut faire ça, c'est pas le même chemin quoi, il est beaucoup plus long quoi. Quand on a fait soit un quartier ou un village, bon un quartier, voilà, quelque chose à peu près entre 100 et 1000 habitants, tu vois, qui peut être un quartier d'une ville, eh ben, tu dis bah, venez tous pour voilà ce qu'on a eu sur ce quartier, 40 personnes nous ont parlé de la vie chère, 50 personnes nous ont parlé de problèmes de logement. 10 personnes disent qu'ils ont peur pour leurs enfants par rapport à, je veux dire, au deal, aux choses qu'il y a. D'autres personnes vont dire, voilà, et donc tu vas avoir plein de choses. Et là, on recherche collectivement qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et il y a des gens qui commencent à dire, voilà, il faut faire ça. Et puis alors, tu fais un débat mouvant, tu dis qui est d'accord avec ça? Ils se mettent d'un côté de la salle. Puis qui n'est pas d'accord? Et puis alors, à un moment, ils vont se contredire, ils vont parler. Et puis à un moment, ils vont avoir vraiment une mesure hyper efficace parce qu'ils auront discuté entre eux. On a fait des agoras sur des thèmes, on faisait venir les syndicats, les associations, voilà, des structures qui travaillaient là-dessus et puis on partageait la parole des citoyens avec ces structures sur le thème donné, quoi. On a fait un thème sur se nourrir au pays
nous, dans un petit village qui s'appelle Laragne, et on a eu 200 personnes qui se sont déplacées dans un petit village de 3000 habitants. Nous, quand on avait fait un truc militant avec la FI, on avait fait venir des personnes nationales, et là, on avait eu 7 personnes. Tu vois, il y a 7 personnes qui étaient venues pour écouter des orateurs. Pourtant, il y avait un hôpital psychiatrique et c'était sur la psychiatrie. Et quand on a fait une démarche complètement inverse, qui partait des gens et qui construisait avec eux, ben là, les gens, quand ils ont été auditionnés, quand ils ont été écoutés, eh ben, ils ont envie de construire après, quoi, tu vois. C'est vraiment ça. En tout cas, moi, ce que j'ai tout de suite été étonné, et tous les gens qui ont fait des auditions, c'est qu'ils ont vu que c'était pas, qu'ils n'avaient pas des gens contre eux, quoi. Au départ, tu vois, il y a plein de militants qui pensent qu'ils vont devoir convaincre des gens, etc. Et en fait, en partant vraiment d'eux, ils se rendent compte que ce qui les transforme, c'est de comprendre qu'ils ne sont pas une citadelle assiégée, quoi, tu vois. Et qu'il y a des gens qui sont même plus dégagistes qu'eux, qu'ils écoutent, quoi, tu vois. Et qu'en fait, on est majoritaire dans ce pays à vouloir des changements, quoi. Tu les changes, tu peux les changer d'avis, à dire que tu n'as rien dit. Au moins, tu dis, au plus parce que tu pars d'eux, tu pars de leur argumentation, de ce qu'ils ont dit. Et puis tu fais du chemin avec eux, quoi. Un ensemble d'auditions, ça va vous persuader, vous, qu'il y a un changement à faire. Mais si on arrive à construire sur un quartier, sur un village, sur un lieu, et d'aller plus loin pour transformer la vie, c'est hyper important. Ça peut être un outil pour les municipales, hein, pour plein de gens, quoi. Si on veut vraiment partir des gens et faire quelque chose de citoyen et de... Voilà, c'est un super outil, quoi. Ok, bon. En vrai, pourquoi pas? Mais de là à en faire un outil qu'on devrait tous adopter dans nos organisations, dans notre militantisme, ça me paraît un poil exagéré quand même. Je veux dire, là, je suis arrivé et tout ce qu'ils ont fait, c'est avoir 2-3 conversations avec des gens dans un parc un peu sombre. C'est tout. Et d'ailleurs, ce doute qui m'habite va continuer à se renforcer, notamment au lendemain matin, quand on décide de décaler dans un petit village près de Gap. Donc on débarque tout sourire avec toute la troupe là qui s'est agrandie entre-temps, avec des gars de quartier parisiens et marseillais, dans un van de hippies avec des profs, des acteurs et une grosse caméra, le tout dans un petit village. On arrive comme des fleurs et ils sont tous persuadés qu'ils vont réussir à faire leur audition citoyenne et à parler avec les gens qui vivent là-bas. Alors on entre dans un bar et on se met dans un coin et Michel il commence à donner les consignes en racontant au passage de belles histoires que j'aurais bien aimé filmer à l'époque. Jacques à l'époque, c'est pour ça que j'aime bien les auditions citoyennes. Alors c'est vieux pour vous, mais en 2005, il se faisait des murges dans tous les cafés. Il faisait des faux débats sur le référendum, oui, non. Il payait un verre, il faisait une tournée générale. Il y avait un pote qui était pour le oui et un pote qui était pour le non. Mais c'est super intéressant parce que tout le monde se lâche, quoi, dans les bars. C'est un lieu, je trouve, super intéressant. Quand tu joues des rôles. Voilà. Mais le rôle du macroniste, on n'avait pas pu le tenir très longtemps parce que tellement le public du bar était hostile, en fait, quoi. Et à ce moment-là, dans le bar, mon doute se transforme en gêne. Je veux dire, on débarque pas chez les gens comme ça, en mode je vais parler, en espérant, je sais pas quoi, les convaincre, les quoi. Je veux dire, je sais même pas c'est quoi le projet de base. Faire des auditions citoyennes, d'accord, bon bah c'est juste causer, quoi, en vrai. En plus, tout le monde est dans son coin dans le bar, il y a pas une ambiance de fou, il fait froid, bref, je le sens pas du tout. Donc je quitte le bar 5 petites minutes, c'est tout, 5 petites minutes, et je reviens. Et je vois une scène que j'oublierai jamais. Et oui, parce que maintenant, les camarades du bar, ils se sont déployés. Et ils sont allés discuter à chaque personne de l'établissement. Là, il est avec le groupe des personnes âgées qui étaient juste à côté de nous. Les autres avec les retraités. Et l'autre, là, il est au tabouret, au bar, et chacun rigole fort, très fort. En quelques minutes, nos camarades, ils ont juste métamorphosé le bar. Du coup, j'ai discuté avec Jean-Jacques, 82 ans. Il habite ici, ça fait 10 ans. Une fois que tu brises la glace, t'as toujours quelque chose à dire. Et en vrai, même s'il y a un écart de génération, il y a le truc, moi je viens de quartier, je viens de banlieue. Eux, ils viennent d'un village. Il y a toujours des choses à se dire, des choses à se raconter. Il y a aussi cet enjeu de se dire qu'on est dans le même bateau, même si on n'est pas du même territoire, même si on n'a pas la même vie, mais que voilà, il y a des divergences, certes, mais une humanité commune. Il faut que ça se parle, quoi. Voilà, il faut qu'on se parle. C'est ça qui divise la classe populaire, c'est le racisme. Entre ceux qui sont victimes du racisme et ceux qui sont travaillés par les idées racistes. Et il faut qu'on arrive à mener le travail antiraciste aussi sur les territoires là où justement il n'y a pas cette possibilité de contact. Là où on n'est pas, et là où il y a forcément une monochromie
harmonie, une homogénéité. Et justement, nous, on est là pour porter un peu voilà, notre parole. Ça s'est bien passé votre audition là? Ouais, c'était super. Super bien passé. C'était vraiment super. C'est assez intéressant de voir parce qu'on avait fait les auditions à Marseille aussi, tu vois. Mais ils vivent quasiment la même injustice, mais d'une manière différente, tu vois. Il y a toujours ce sentiment d'injustice qui reste. Ça commence dans de l'affect en fait. Ça commence dans de l'affect, ça finit par du politique. Dans de la vie, parce que tout est politique en fait. C'est ça. S'ils nous parlent de leur vie, c'est qu'ils nous parlent de situation politique. Et ça avec des gens de quartier qui sont arrivés dans un van de hippies dans un village qui a majoritairement voté Rassemblement National dans les dernières élections. Ouais, comme quoi la France, les gens, eh ben c'est pas ce qu'on en dit à la télévision et ça fait du bien de le dire et de le rappeler de temps en temps. Et là je regrette de pas juste avoir filmé bien la scène pour qu'on voit bien tout ce qui s'est passé quoi. Mais quand tu regardais ce truc là, tu te disais là ils sont pas en train de militer comme les autres, ils sont en train de faire un tour de magie en vrai. Je veux dire, ils ont compris ce que pensaient les autres. Ils ont appris de leur vie et ils ont transmis sincèrement ce qu'ils avaient dans le cœur avec toute la joie, la gravité et l'humanité qu'ils avaient alors. Et là, j'apprends que si tu veux parler avec les gens, il faut les écouter. C'est con, hein? Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin de tract. Bref, le militantisme à ce moment-là, il m'apparaît d'une façon totalement différente. Et vraiment, mais vitaliste, quoi. Je sens qu'il y a quelque chose de beau qui se passe là. En fait, je sais pas comment ça a pu sortir de sa bouche. C'est-à-dire que le mec était arboriculteur et là, la PAC c'est vraiment injuste. Bah, la PAC c'est vraiment injuste. Bah, tu sais quoi, Le Pen, elle enlèvera la PAC. Les gens ils auraient bien fait de voter Le Pen. Ah bah du coup, qu'est-ce que vous faites? Ah non, moi, non, jamais. Non, surtout pas. Moi, mes grands-parents étaient dans le maquis. Les fascistes, j'ai odeur de ça. Vraiment, cette scène, elle m'a marqué. Et moi, ce qui me saisit à ce moment-là, c'est que ce genre de moment, bah, je l'ai pensé impossible. Je pensais pas que c'était ça le rôle de militant, d'enivrer comme ça un bar et d'engager des conversations sans avoir autre chose dans la tête que de comprendre ce qui se passe. Du coup, tous mes doutes sont dissipés là et je suis vraiment convaincu et je veux même comprendre ce qui se passe parce que j'ai tout loupé, hein, je vous ferai dire. Et je vais avoir l'occasion de me rattraper et du coup de vous filmer de belles séquences puisque Younes, il a appris lors d'une de ses auditions qu'il y avait un marché de Noël à 2 pas d'ici. Du coup, vous nous connaissez maintenant, on déboule en troupeau, on arrive et on fait ce qu'on sait faire. Alors on rôde un peu, on voit qui on pourrait interroger et là tu as des camarades qui tentent une dame âgée qui vend des bonnets. Donc là on a quand même 2 gars de quartier des banlieues parisiennes qui arrivent à interroger une dame dans un village qui a voté fortement pour le Rassemblement National. Autant vous dire que j'adore l'idée. La seule fois où je n'ai pas pu voter, c'est parce que j'avais été victime d'un accident et il y avait une tempête de neige dans le col de Manse et mon mari a dit tu vas pas te casser la jambe pour ça. Mais franchement j'ai toujours voté à l'extrême gauche. Arlette Laguillet, je l'ai 5 fois à l'AUB. C'est quoi les idées reçues sur les personnes âgées J'écoutais pas les journalistes, que c'est elle qui vote plutôt à droite. S'il y a une majorité de droite en France, c'est à cause de... Mais non mais oh, c'est quoi je me mêle? Non mais franchement, est-ce que j'ai une tête à voter à droite? Non mais franchement, si vous saviez tout ce que j'ai fait dans ma vie, je pense qu'à partir du moment où vous réfléchissez, je suis pourtant une petite fille d'industriel de province et je suis désolée, hein, le capitalisme c'est la pire des conneries. Hein. Et alors, Henry Ford, c'est lui qui a inventé le travail à la chaîne. Henry Ford, figurez-vous qu'il disait à l'époque qu'il ne fallait pas que la différence entre le salaire du patron et le salaire des ouvriers soit au maximum de 25, multiplié par 25. Vous savez à combien on en est maintenant? À 500 000 pour les... Non mais attendez, on est tombé sur la tête. Hein. L'autre demeuré là, qui s'est fait virer de Seyantis, là. Hein, 35 millions. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de 35 millions par an? Non mais franchement, vous le répétiez. Hein. Et j'ai toujours dit que je finirais dans les brigades rouges avec une Kalachnikov à la main. Quand je me renseigne, où est-ce qu'on achète une Kalachnikov? Mitterrand est venu au pouvoir, il avait fait un ministère du temps libre. Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'une femme qui travaillait, qui élevait des enfants, elle pouvait avoir comme temps libre. Parce que j'ai travaillé 39 ans en élevant 5 enfants, j'avais pas les 2 pieds dans le même sabot. Hein. Maintenant je ne fous plus rien, hein. Ça, je fais la moyenne maintenant. Hein. Quand il a fait l'histoire des cahiers de doléances, moi j'ai dit c'est original, hein. Bon les gens vont dire ce qui... Vous savez qu'ils ont mis interdiction de le mettre, de le donner aux journalistes, les résultats. Oui, hein. Mais on est où là? Mais on se fiche de Poutine, mais Poutine c'est sur le plan politique, sur le plan général, mais nous on en a un dictateur sur le plan politique et économique. Non mais on ne peut pas rigoler. Hein. D'ailleurs vous savez comment je l'appelle? Je l'appelle Vladimir Macron. C'est pas trop tard. Hein. Bon alors pourquoi je suis dans les Hautes-Alpes? Parce que
il faut voir dans les chansons qui restent pendant des années, c'est Aznavour qui a dit que la misère serait moins pénible au soleil. Quelle interview, quel moment incroyable. Même on avait hésité à vous mettre juste cette vidéo-là en format long pour que vous puissiez en profiter sur la chaîne du Canard. Si ça t'intéresse d'ailleurs, dis-nous ça en commentaire. Et en revoyant ça, je me suis dit, mais combien de fois on est passé à côté de gens comme ça dans nos vies, hein, tout simplement parce qu'on a perdu l'habitude d'aller discuter avec les gens. Là, je parle de militantisme, mais même en général. Hein. Je veux dire, là, c'est une grand-mère qui parle de Vladimir Macron, une mamie de lutte ouvrière. Non, mais c'est fou de se dire que cette conversation était là depuis le début et qu'il fallait juste l'activer pour en profiter. Il fallait juste oser. Je sais pas, c'est comme si on avait peur d'aller parler avec les gens, que du coup, on le fait jamais, qu'on se replie derrière notre acte comme ça. Sauf que non, après avoir vécu ça, tu peux pas revenir en arrière. Tu découvres l'autre, tu découvres ce que vit l'autre, quoi. Enfin, en tout cas, le point de vue de l'autre qui est complètement différent souvent. Et en fait, on se rejoint souvent sur les mêmes choses, quoi. Sur les services publics, sur comment on peut vivre tous ensemble. Et moi, c'est ça que je vais chercher, quoi. J'adore ça. Moi, je crois en ça, en fait. Je crois à partir du moment où on s'écoute, qu'on peut arriver à aller, en gros, dans un même sens. Dans toutes les auditions qu'on a faites, tous les points de vue différents, j'allais dire, c'est pas si ancré que ça, quoi. Ça bouge très très vite et on arrive vraiment à se retrouver sur l'essentiel, quoi. C'est ça que j'aime, en fait. Rien n'arrête les camarades, parce qu'une fois parti, t'as juste envie de continuer encore et encore jusqu'à s'effondrer de fatigue. Donc après la Sauls, on est parti sur le marché de Gap. Ah non, mais je me fais trimballer de partout par les camarades. Moi, je prends un plaisir fou à voir ça, surtout que maintenant je suis prêt et on va pouvoir profiter de ce qui se passe là-bas. Sachant que j'adore les marchés de base, donc vraiment là, je suis à domicile. Là. Des jeunes du 04, ils me parlaient du rapport aux flics, le rapport aussi au monde d'adulte, parce que l'adolescence, comment ils sont considérés en tant qu'adolescents. Ah ouais, on arrive en équipe. Là, on fait le cercle. On se voit en cercle 2 minutes comme ça. On peut se parler. Ouais. Bon, on se fait des binômes de 2. On se fait audition avant la pluie. Ce qui est bien, c'est des gens qui ont l'habitude et des gens qui n'ont pas l'habitude. Ici, il y a le marché qui est là et il y a un marché de Noël là-bas. Donc on peut balader. Par contre, il faut qu'on se donne un rendez-vous de fin. 13h30. C'est quelle heure là? On se voit ici. Ouais, ça nous laisse 1h30. Le marché se vide dans maximum 1 heure. Hein. Oui, c'est pour ça. Et donc, on se retrouve à rôder dans le marché pour discuter avec des gens qui nous donnent comme ça des fragments de leur vie. Je sais plus à ce moment-là si on fait vraiment des auditions citoyennes ou alors si on profite simplement de la situation pour parler avec les autres, pour profiter de l'instant. Comme si le militantisme était une excuse pour réapprendre à vivre tous ensemble. Ça me rappelle un peu le début de Canard qui était en fait juste une excuse pour aller en manifestation et filmer les copains. Vous pensez quoi de la situation politique actuelle? Comment ça va? C'est le foutoir. Le foutoir? C'est le foutoir quand même. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à toutes les échelles, nous, on a des salariés par exemple. Et bien ce qui se passe dans les stratosphères, les trucs politiques, quoi, et ben ça rejaillit sur le citoyen, je dirais, au niveau des limites, au niveau de la prise de conscience, au niveau du sens citoyen, au niveau. Donc en fait, si en haut ils trichent, ben, ça ruisselle dans le mauvais sens, quoi. Donc ça peut. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Alors là. Demain, vous aviez les pouvoirs, vous étiez présidente de la République. Vous avez le stylo du président, le stylo du ministre. Qu'est-ce que vous ferez? Très autoritaire, moi. Ah oui? Ah bon? Pourquoi? Dans quel sens? Ben, en fait, pas dans le mauvais sens, mais dans le sens où, quand on a un objectif, pour tenir ce qu'on a tenu, il faut paraître des fois, par rapport à des gens extérieurs, trop comme ça. Mais en fait, ça demande de la rigueur. Il faut être à la fois souple. C'est ce qui manque un peu en ce moment. Légèrement. Hein? Oh putain, on va gérer. Donc, non mais c'est pour ça que c'est le foutoir. Ça manque d'attention à l'autre, ça manque de respect. Toutes ces valeurs que, voilà, pour moi c'est la base, quoi. C'est savoir écouter, un minimum. Les gens se plaignent, même avec, ont l'impression qu'il n'y a plus d'ancrage dans le réel, avec autrui, dans la communication. Beaucoup nous disent
qui déplorait une époque où les gens se parlaient, une époque où les gens étaient en contact. Et on nous parle aussi du Covid qui a tué, ici on nous a parlé du Covid qui tuait les petits commerces. À Marseille on nous a parlé du Covid qui faisait que les gens qui vivaient dans les quartiers déjà étaient cantonnés au quartier, mais avec le Covid encore plus. Un outil de formation formidable parce qu'il permet non seulement d'aller vers l'autre, surtout ça te permet de garder les pieds sur terre. Et c'est ça, de garder les pieds sur terre et puis soi-même se remettre en question sur nos propositions parce on est situé de là où on parle. Et donc ça bouscule un peu nos positions. Et moi c'est ça que j'aime bien. Trop intéressant. On a fait quoi ? Même pas 24 heures d'audition citoyenne et on a accumulé tellement de belles rencontres, on a fait tellement de belles analyses et on repart le sourire aux lèvres. Ok, donc ensuite on part sur un resto populaire à Gap, c'est la fin de journée et Michel Philippot nous a organisé une dernière surprise, celle de nous faire rencontrer avec des agriculteurs du coin dont on a déjà fait une belle vidéo d'ailleurs. Alors on fait une audition citoyenne, on parle d'élevage, de véganisme, de bouffe, on s'engueule, puis on apprend, puis on se met d'accord sur un même programme politique. Et vous allez voir que se mettre d'accord sur un même programme politique, c'est finalement ce qui arrive très souvent quand on fait ces auditions citoyennes-là. Alors ça a ses limites, mais ça me rappelle un peu les fameux ateliers constituants d'Étienne Chouard, où quand tu te mets à discuter, tu te mets d'accord sur les règles à écrire. Ça suffit pas pour faire la révolution, mais c'est quand même rassurant de voir que on est quand même vraiment unis sur énormément de choses. Et puis, la nuit tombe, le train va bientôt arriver, et donc c'est l'heure du bilan. Ce que je dirais en premier, c'est le besoin qu'ont les gens de parler. Quand on parle rapidement à des gens, on comprend très bien qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle, qu'on leur demande comment ça va. Et il y a une question de relation avec l'humain, de relation avec l'autre. En fait, tout de suite, quand on est à l'écoute, quand on prête l'oreille, les gens se sentent bien et ça permet au moins de faire sentir bien quelqu'un. Déjà, c'est positif. Je pense vraiment que ça permet de faire peuple. Moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont communs. On peut créer du commun avec des gens qui ne votent pas pareil, avec des gens qui ont des autres réflexions. Et que vraiment leur problème c'est de pouvoir manger demain, que leur problème c'est les services publics qui manquent, que leur problème c'est ça. Et que souvent on pense qu'on ne peut pas se parler, mais en fait on peut se parler. Et pour moi c'est un outil véritablement de mobilisation politique pour être ensemble et pour créer des choses ensemble. Et pour moi les auditions citoyennes c'est un premier mouvement pour après faire des agoras. Et pourquoi pas, je vais dire véritablement... créer des ateliers des lois, créer des ateliers de délibération municipale, parce qu'ensemble on se rend compte qu'on veut la même chose, quoi. On veut plus de services publics, on veut que les gens puissent vivre de leur travail, on veut qu'il y ait des augmentations de salaire, qu'on bloque les prix. Les médias en fait pour moi parlent de politique en dépossédant les gens de la question politique. Quand on parle de comment ça va, les gens en fait vont parler de leur vie et leur vie c'est directement du politique. C'est qu'est-ce qui va pas, c'est tout c'est tous nos combats, quoi. C'est-à-dire c'est la vie chère, c'est le manque de services publics, c'est l'isolement, et c'est parfois plein de choses inattendues, mais qui ont vraiment des liens avec la vie. Et là, on montre que la politique, c'est pas le cinéma qu'on voit à la télévision, quoi. C'est-à-dire que la politique, c'est vraiment ce qu'ils vivent au quotidien. Et que face à ça, quand on leur demande si vous étiez président de la République ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire changer tout ça, les gens, tout d'un coup, il y a des tilts, il y a des sourires qui se mettent. Ils se disent, mais en fait, ils se rendent compte que leur existence, elle est politique. Voilà. Et c'est ça qui est important de remettre. C'est-à-dire qu'à partir d'une mode de vie, de ce qui va pas dans leur vie, on aboutit sur une question politique. Parce que, en fait, leur existence, elle est politique, tout ce qu'ils vivent est politique et décidé par une politique. Et c'est à partir de là qu'on peut construire, notamment que ce soit un programme ou que ce soit du commun, comme tu disais. Moi, mon dernier message à vous dire, c'est essayer cette posture qui est différente. Et essayer ça, et puis l'idée, après, on pourrait se fédérer entre toutes les expériences qui se font, et voilà. Alors, moi, surtout aux personnes qui sont timides ou qui n'osent pas trop aller vers l'autre, de se dire les gens ils mordent pas et faut juste se lancer et trouver quelque chose, un détail, un truc qui peut paraître insignifiant mais qui permettra de lancer la discussion avec l'autre. Puis c'est toujours bien, même en tant que militant, ça fait du bien de pouvoir partager des choses avec des gens qui vivent les mêmes réalités que nous. Donc, lancez-vous.
ça va le faire. Et là, je rentre sur Guingamp avec le sentiment d'avoir répondu à mes questions, à mes angoisses du début, hein, de savoir pourquoi est-ce que le militantisme ne paraît pas suffisant. Et bien la réponse, c'est qu'on n'avait pas les bons outils. Et surtout, je rentre avec un sentiment de confiance, comme si refaire le pays était à notre portée, comme si on était déjà un peuple, mais qu'il fallait juste apprendre à se reparler pour s'en rendre compte. Alors oui, il y a du taf à faire, ça ne suffit pas, mais pour la première fois avec cet outil, avec les auditions citoyennes, ça me paraît à portée de main. Quand je vois ça, je me dis, oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais on peut y arriver. Et si vous êtes convaincu de ces principes des auditions citoyennes défendus ici par Michel Philippot, et même si, comme moi au début, tu es toujours un peu à la fois dans le doute et un peu curieux de ce truc-là, on vous invite à essayer. Partagez cette vidéo autour de vous, dans vos groupes insoumis, syndicaux, gilets jaunes, souverainistes, communistes, et organisez ces auditions autour de chez vous, dans votre bled. Et là, vous êtes déjà formés, hein, vous avez vu cette vidéo, donc vous êtes déjà formés, parce que nos camarades marseillais vous ont transmis ces techniques. On aborde les gens, on leur demande comment ça va, quels sont les problèmes de la société et ce qu'ils feraient pour changer les choses. Et c'est tout. Un sourire, une écoute attentive et vous êtes prêts. Et pour que nous, au Canard, on puisse continuer à faire ce genre de reportage et à vous apporter de nouvelles choses, de nouveaux outils, vous pouvez nous financer directement sur Tipeee. C'est grâce à ce financement qu'on arrive à continuer notre travail en toute indépendance et à produire toutes ces analyses. Nous, on veut être un média du peuple, par le peuple, pour le peuple, financé par le peuple. Et je finis par un grand merci à Michel Philippot, qui a été notre fixeur et qui nous a invités là à Marseille. Donc merci à lui, c'était super bien. On a eu des gros galères de production, ce qui explique qu'on publie en été ce qui a été tourné en hiver. Mais bon, maintenant c'est réglé et on repart plus frais et déterminé que jamais. À Michel, que vous allez d'ailleurs retrouver bientôt sur la chaîne du Canard Réfractaire, mais ça c'est pour une autre vidéo. Bref, force et honneur, on ne lâche rien. Des bisous.